Bonjour et bienvenue sur Science Sport Endurance. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Notre invité du jour n'est pas sportif de haut niveau, quoique il l'a été à l'époque. C'est un chercheur. Directeur du laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité, il a encadré 13 chercheurs postdoctorants, 25 doctorants de 13 nationalités différentes et 22 étudiants de master. Plus de 130 invitations à présenter ses travaux dans des congrès nationaux ou internationaux dans 17 pays différents. Auteur de plus de 260 articles scientifiques, cité environ 11 000 fois, il a également écrit 5 livres sur la physiologie ou l'entraînement, dont l'Ultra Trail Plaisir, Performance et Santé, vendu à plus de 12 000 exemplaires. Il pratique bien sûr des sports d'endurance, il a notamment terminé 3 fois dans le top 6 de l'UTMB. Porteur de la chaîne Actif, son domaine d'expertise, la physiologie de l'exercice, la fatigue et le fonctionnement neuromusculaire. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui on accueille Guillaume Millet. Allez, on se retrouve tout de suite avec Guillaume. Salut Guillaume, comment vas-tu? Bah, ça va pas trop mal et toi? Bah écoute, ça va plutôt bien aussi. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu pour ceux qui te connaissent pas forcément? Oui, avec plaisir. Donc, je suis Guillaume Millet, j'ai un peu plus de 50 ans, père de deux enfants, marié. J'habite dans la Loire, à Saint-Genès-Malifaux, dans le massif du Pilat. Je suis physiologiste de l'exercice. Je suis professeur à l'université de Saint-Étienne en physiologie de l'exercice. Et je suis un ancien coureur d'ultra, je pense que c'est aussi pour ça que tu m'appelles. Donc on a fait pas mal de travaux sur le trail, l'ultra trail, depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, pour pas dire plus. Et puis, mais avant, alors j'ai arrêté de courir maintenant depuis une dizaine d'années, mais avant ça j'étais coureur d'ultra, j'ai couru pendant, alors, j'étais skieur de fond, coureur de trail et d'ultra trail. J'ai fait des sports d'endurance en compétition pendant une trentaine d'années. Et est-ce que tu pourrais nous rappeler un peu ton palmarès dans le sport d'endurance et justement dans l'ultra en trail? Ouais, alors palmarès, alors j'ai commencé par le ski de fond, j'avais été un peu l'antichambre de l'équipe de France junior de ski de fond. Ensuite, j'ai fait des longues distances avec une 12e place à la Transjurassienne, donc ce qui est l'équivalent d'un bon niveau régional, on va dire, pas bien plus haut. Et puis ensuite, j'ai fait du raid multisport et ensuite j'ai fait donc de l'ultra et mes meilleurs résultats, je les ai eus sur l'UTMB puisque j'ai fait 3 fois dans les 6 premiers. 4, 5, 6 pour être plus précis. Voilà, j'ai gagné une petite dizaine de trails dans ma vie. J'ai gagné le raid d'Antel Ventoux notamment, le grand raid. Euh, voilà, et puis j'ai fait 3 au Hauteur des Géants également. Ah ouais, de beaux résultats. Et qu'est-ce qui t'a amené du coup à bifurquer sur un parcours de chercheur? Et du coup, quel est ton parcours universitaire? Alors bifurqué, oui, effectivement, moi j'ai fait une des études en STAPS, hein. À l'époque, on n'appelait même pas STAPS, c'est dire à quel point je suis vieux. Mais oui, c'est l'équivalent de STAPS maintenant. Et avec, bon, un peu comme tout le monde à l'époque, l'envie d'être prof DPS, famille de prof DPS. Mon père, en tout cas, était prof DPS. Et puis, bon, un peu parce que j'avais pas envie d'aller dans le Nord. Non pas que j'ai rien contre les gens du Nord, au contraire, ce sont des gens très sympathiques. Mais bon, j'aime quand même bien les montagnes, etc. J'avais pas trop envie d'aller enseigner dans le Nord. Et à l'époque, je pense que c'est encore un peu vrai maintenant, c'était un peu direct. On allait passer quelques années là-bas. Et puis un peu parce que j'ai découvert quand même la recherche et la physiologie. Notamment, alors je peux pas citer tout le monde, hein, bien sûr, la vie est une histoire de rencontres, mais une des rencontres, c'était avec celui qui allait devenir un de mes co-directeurs de thèse, qui s'appelle Jean-Denis Rouillon, qui m'a vraiment donné le goût. Lui, il nous faisait les cours de physio et ça m'a donné le goût. Et j'espère que c'était le cas pour moi, pour d'autres, certains de mes étudiants. Et je pense, en toute honnêteté, que c'était le cas. Mais en tout cas, lui, c'était ça. Il m'a vraiment donné le goût de la physiologie. Et du coup, j'ai eu envie de faire ce qu'on appelait encore pas à l'époque un master, mais on dirait maintenant un master recherche et puis une thèse. Et voilà, donc après, j'ai eu la chance d'avoir tout de suite un poste à l'université de ce qu'on appelle maître de conférence et puis maintenant prof des universités. Ouais, donc un beau parcours universitaire et en même temps que ton parcours sportif.
Et justement, par rapport à tes 2 casquettes, on va dire, de chercheur et d'ancien sportif, on va dire quand même de haut niveau, qu'est-ce que tu pourrais répondre aux personnes qui pensent que pratiquer l'ultra distance, que ce soit, en trail, en course à pied ou bien en vélo, ça aurait des impacts négatifs sur la santé? Nous personnellement, enfin, Clément et moi, ceux qui ont créé, la page Sciences Po Endurance, on pense pas que ça soit négatif. C'est juste que les gens ont perdu un peu cette notion de progressivité et vu que c'est un sport qui se développe vachement en ce moment, les gens vont peut-être trop vite dans la pratique. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors déjà, je récuse le terme de athlète de haut niveau en ce qui me concerne. Pour moi, le haut niveau, c'est quelque chose d'assez spécifique, on va dire, de honnête niveau. Bref, peu importe, pour répondre à ta question, moi je pense réellement qu'on peut faire de l'ultra, y compris de l'ultra en courant, et je pense que c'est encore plus vrai en cyclisme, en étant en bonne santé. On peut aussi se mettre dans des états assez minables et voire mettre sa vie en danger quand on fait de l'ultra. Donc entre ces deux extrêmes, effectivement, tu as tous les cas de figure. Tu vas avoir des gens qui ont des comportements qui sont complètement déraisonnables, d'autres qui ont des comportements qui sont parfois déraisonnables, et puis d'autres qui sont raisonnables et qui arrivent à aussi tenter qu'on peut être raisonnable quand on fait de l'ultra, mais moi je crois que malgré tout on peut l'être. Donc qu'est-ce que j'appelle comportement déraisonnable? Bah, ça va être des gens qui font ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qui d'un coup ils voient un UTMB à la télé et se disent bah oui moi je vais faire ça tout de suite. Je prends pas le temps effectivement de faire les choses dans l'ordre et je vais tout de suite monter sur les grandes distances. Au moins sur certaines courses comme l'UTMB ou même le Grand Raid maintenant, c'est plus possible parce qu'ils font un certain nombre de points, mais il y a encore des courses qui acceptent des coureurs sans la moindre expérience. Donc première chose, effectivement, tu as raison, c'est y aller progressivement. On peut être déraisonnable aussi, même si on est très expérimenté, en faisant beaucoup trop de courses ou beaucoup trop d'entraînement, en ne prenant pas de coupures, chaque année notamment. Moi, je suis assez partisan du fait de dire il faut rester au moins 4 semaines sans courir chaque année et même plus. Quand on voit Kylian Jornet qui passe beaucoup de semaines à faire uniquement du ski de rando, on se dit qu'il court relativement vite, n'est-ce pas? Donc, si c'est valable pour lui, pour le coup, ça peut être valable pour d'autres, même s'il ne faut pas s'inspirer de tout ce qu'il fait parce que c'est un athlète de haut niveau et tout le monde n'est pas à son niveau, évidemment. Mais en tout cas, sur ça, on peut s'en inspirer, de dire on peut être à ce niveau-là en coupant, en faisant énormément de semaines sans courir. Et moi, je crois qu'il faut aussi passer plusieurs semaines sans faire de sport du tout, chaque année. Faire un peu autre chose, c'est bon pour la tête, c'est bon pour la régénération du corps. Donc voilà, il faut savoir ne pas trop en faire, prendre des coupures régulièrement dans l'année, en tout cas au moins une de plusieurs semaines sans sport et sans course à pied, ça c'est certain. Et puis on peut être déraisonnable aussi dans la façon d'aborder l'ultra en termes de conduite dopante. Je parle même pas évidemment du dopage, mais ceux qui se dopent, ils peuvent tout de suite éteindre leur, euh, leur ordinateur. Ça m'intéresse pas de leur parler. Par contre, il peut y avoir des gens qui n'ont pas l'impression de se doper, et peut-être qu'ils se dopent pas, mais qui ont tendance à surconsommer des antalgiques pour en faire plus ou des anti-inflammatoires de façon un peu régulière. Et malheureusement, ces gens-là, ils sont assez nombreux. Et ça peut être une conduite, ça fait partie des choses que j'appelle déraisonnables parce que oui, on peut artificiellement en faire un petit peu plus. On peut éventuellement être un peu plus performant, il ne faut pas se le cacher, en prenant des anti-inflammatoires en compétition. Sauf que si on fait ça, il ne faut pas dire que ça sert à rien parce que c'est faux. Par contre, si on fait ça, on peut mettre sa vie en danger pour de vrai. Donc voilà, si c'est ce qu'ils veulent, après c'est leur problème. Enfin, c'est aussi le nôtre parce que du coup, surtout en ce moment, c'est bien de pas trop encombrer les urgences, et les soins intensifs. Mais voilà, donc il y a plein de façons d'être déraisonnable. Et c'est vrai que peut-être ce sport, il attire un peu les gens qui ont un comportement un peu bigorexique et qui sont un peu dans l'excès. Euh, mais on peut faire de l'ultra sans être un fou furieux. On peut faire de l'ultra en étant en bonne santé. Moi, c'est mon avis. Ouais, je suis d'accord avec toi. On peut faire de l'ultra sans forcément, se blesser, par rapport au choc ou, à l'amas de contraintes qu'on applique à notre corps et justement, par rapport à ça, est-ce que tu pourrais nous donner, ta définition de la fatigue qui engendre, quand elle est beaucoup trop forte, des blessures? Ouais. Alors,
Je pense malgré tout que quand on fait un ultra, on doit se mettre dans des états effectivement, enfin on doit, on n'est pas obligé. Déjà, on peut faire un ultra pour le plaisir d'être en montagne avec les autres et regarder les paysages. Alors ça, tu vas pouvoir me dire, mais peut-être qu'on n'a pas besoin de ça, on peut le faire tout seul, on n'a pas besoin de mettre un dossard pour ça. On n'a même pas besoin de courir, effectivement. J'entends souvent, et ça m'agace au plus haut point, des gens qui disent, vous les coureurs de trail, vous regardez que vos pieds, etc. Oui, on passe plus de temps qu'un randonneur à regarder ses pieds, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'on passe 100% de notre temps à regarder nos pieds. Et ça nous permet aussi de découvrir peut-être plus de paysages que pourrait le faire un randonneur. Donc je dévie par rapport à ta question, mais je voulais le Hmm. dire quand même. Euh, En tout cas, on peut effectivement faire ça en balade. Et pourquoi on ferait effectivement un camp de sort simplement parce qu'on a envie de participer à une fête. Et quand on va faire un UTMB ou d'autres, évidemment, je cite l'UTMB parce que c'est la course phare, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, des courses qui sont très, très belles et parfois des toutes petites organisations et des organisateurs fantastiques. Voilà, on est au milieu de personnes qui sont généralement plutôt bienveillantes, sympas, et c'est cool d'être là, quoi. Moi, je regarde des super souvenirs des compétitions en elles-mêmes. Je parle même pas de la préparation qui était peut-être vraiment des beaux moments que j'ai vécu parce que ça mêlait à la fois l'être en nature, être en montagne, faire des efforts, être avec des copains, donc il y avait tout pour être heureux. Donc voilà, ça peut être ça la motivation. Après, on peut quand même être motivé par, même si c'est finalement pas la majorité des gens, on peut être également motivé par la compétition dans le sens où j'essaye de battre mon record, j'essaye de faire mieux que j'ai fait l'an dernier sur le Tour du Mont Blanc ou à la traversée de la Réunion, ou j'essaye d'être dans les 10 ou dans les 20 ou dans les 100. Donc dans ces cas-là, quand on a cet aspect un peu compétiteur, moi je renie pas ça, je trouve ça chouette d'avoir cet esprit de compétition, à condition de faire la compétition avec soi-même, c'est-à-dire il ne faut pas marcher sur la gueule de l'autre, mais moi je trouve ça bien de se challenger un peu de façon personnelle, de se challenger soi-même. Si on fait ça, forcément, la course en elle-même va induire, comme tu as dit, de la fatigue, des dommages musculaires, etc. Et donc, on va être pas forcément très beau à voir après la course, mais ça ne veut pas dire qu'on se met en danger. Si on ne fait pas tout ce que j'ai dit, prise anti-inflammatoire, etc., oui, on va être fatigué, oui, on va marcher un peu de travers pendant quelques jours. Oui, c'est vrai que les médecins dans la vallée de Chamonix, ils augmentent leur nombre de patients dans la semaine qui suit et qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour des débuts de tendinite ou des problèmes articulaires, etc. Mais ça, ce sont des choses, si on est raisonnable, justement, si on prend le temps de récupérer, c'est des choses qui rentrent dans l'ordre. Donc, c'est pas dramatique, quoi. Alors, pour répondre à ta question, comment on définit la fatigue? Les physiologistes habituellement définissent la fatigue comme une baisse des capacités maximales d'un sujet. Donc en général, on mesure la force quand on fait nos études sur les TMBA ou ailleurs. On mesure la force des mollets et des quadriceps par exemple, et on regarde quel est le pourcentage de baisse après la course. Donc on compare avant et après la course. Euh, voilà, et donc ça c'est une définition de la fatigue qui est tout à fait imparfaite parce que on a pu montrer par exemple qu'après un UTMB, 2 semaines après la course, la force maximale des sujets était revenue quasiment à 2-3% près, quasiment à leur niveau de départ. Et je pense que ça viendrait à l'idée à personne de dire qu'on récupère d'un UTMB en 2 semaines. Donc c'est une définition de la fatigue qui est la fatigue neuromusculaire. Après, ça a d'autres conséquences qui sont plus globales, plus centrales. Ça peut perturber peut-être le sommeil, ça peut perturber le système nerveux autonome, un peu le système automatique de l'organisme, si on veut. Et on a des données qui montrent un peu ça également. Donc, c'est un peu plus compliqué que simplement la perte de force. Et je pense que si on faisait par exemple ne serait-ce qu'un 5 km sur piste, 2 semaines après un UTMB, c'est évident qu'on serait loin de son record, même si musculairement on a récupéré, on a l'impression qu'on a récupéré. Personne ne l'a jamais fait, mais je serais prêt à mettre une pièce sur le fait qu'on n'a pas récupéré sur une distance un petit peu plus longue, 15 jours après un UTMB. Donc voilà, on va dire que c'est une diminution de la performance, la fatigue. On a l'habitude de mesurer comme une diminution de force, mais peut-être que c'est pas suffisant. Peut-être qu'il faudrait prendre une performance un peu plus longue pour avoir une meilleure idée. Ouais, justement, la fatigue que tu as définie, comme tu le dis, c'est plutôt la fatigue, neuromusculaire et il y a C'est ça? différents modèles de fatigue qui existent. Justement, on avait fait un post sur, par exemple, le gouverneur central. Je sais que toi, tu as ton propre modèle que tu as défini un peu, le modèle de la chasse d'eau. Est-ce que tu pourrais,
l'expliquer un peu pour les personnes qui la connaissent pas forcément? Ouais, ouais, bien sûr. Alors, je préfère dire le flash model en anglais, c'est plus classe que de dire le modèle de la chasse. Non, je rigole, hein, j'assume tout à fait le modèle de la chasse d'eau. Et si j'ai choisi la chasse d'eau, c'était en partie parce que je pense que c'est un bon modèle, mais en partie aussi pour rigoler et pas trop se prendre au sérieux. Euh, donc, le modèle de la chasse d'eau, effectivement, il part du principe justement qu'on peut pas tout expliquer avec cette fatigue neuromusculaire et que la performance ou les stratégies de course, le pacing, etc., c'est loin d'être uniquement une histoire de fatigue musculaire. Bien sûr, la fatigue musculaire, au sens large, c'est-à-dire qui inclut les dommages musculaires, c'est quelque chose qui est important. Mais le modèle de la chasse d'eau, il est plus large que ça. Il prend en compte cet aspect-là, mais il a bien d'autres vertus, entre guillemets, il est plus global. Donc, en fait, c'est quoi ce modèle? C'est de dire la chasse d'eau, donc en fait, quand on parle de la chasse d'eau, c'est la cuve, surtout. La cuve qui se remplit d'eau et qui se vide quand on tire la chasse, d'accord? Et ce niveau d'eau, quand la cuve se remplit, l'idée, c'est de se dire au début d'une course, la cuve, elle est vide ou presque. Et justement, elle n'est pas forcément complètement vide. Et c'est un des intérêts de la chasse d'eau. Bon, en tout cas, en théorie, elle devrait être vide. Et puis, quand on commence à courir, eh bien, elle va commencer à se remplir. D'accord? Et finalement, le niveau d'eau dans la cuve correspond à la perception de l'effort. On peut imaginer une graduation sur la cuve de 0 à 20 et qui correspond à l'échelle de perception de l'effort qu'on peut avoir. On cote, là je suis fatigué, comment tu es fatigué, entre 0 et 20, ça correspondrait à ça, à la perception de l'effort, le niveau d'eau. Et comme l'intérêt d'une chasse d'eau, bah, c'est que ce niveau d'eau il peut augmenter, baisser, donc comme en course, quand on court et qu'on récupère. Et c'est que le taux de remplissage peut être plus ou moins rapide. C'est également comme en course, parce que en course, on va courir plus ou moins vite, on va s'alimenter plus ou moins bien, etc. Et ça va jouer sur la perception de l'effort. Et puis surtout, pourquoi le modèle de la chasse d'eau? Parce que le modèle de la chasse d'eau, il y a une boule dans la chasse d'eau qui arrête le remplissage quand la cuve est pleine. Et elle l'arrête avant que la cuve déborde. Sinon, c'est qu'il y a un problème avec la chasse d'eau quand elle déborde. D'accord? Et donc, en course à pied, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on s'arrête de courir avant que ça déborde, c'est-à-dire avant de se mettre réellement en danger, avant de mourir d'épuisement, si je puis dire. D'accord? Et c'est pour ça que et donc cette réserve de sécurité qu'on a pour éviter que la cuve déborde, c'est aussi une réserve de sécurité que le coureur a pour éviter de se mettre en danger, à condition, et on en revient au début du podcast, à condition de ne pas empêcher la boule, le capteur qui régule ou qui détecte le niveau d'eau de fonctionner. Et si je prends des antidouleurs, si je prends des excitants du système nerveux, si je prends des anti-inflammatoires, alors je vais mettre à mal le fonctionnement de la chasse d'eau. Je ne sais pas si je suis très clair, je pense l'être. Voilà, et donc après, on peut essayer effectivement de réduire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire tout notre possible pour que le niveau d'eau il soit le plus bas possible. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il faut commencer par partir, être au départ, sur la ligne de départ, avec la cuve qui est vide. Or, ce n'est pas toujours le cas. Si on n'a pas suffisamment dormi, donc on a fait pas mal d'études qui montrent que nous et d'autres, quand on est en privation partielle, ou évidemment c'est pire si c'est en privation totale de sommeil, eh ben, on perçoit l'effort comme plus difficile qu'il n'est. Donc on part déjà avec un handicap, avec un peu d'eau dans la chasse d'eau. Ensuite, on peut essayer de faire en sorte de monter le niveau d'eau le plus lentement possible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment il faut s'entraîner, parce qu'à une même vitesse, si on est plus entraîné, eh ben, on va avoir une perception de l'effort qui va augmenter plus doucement. Il faut bien manger pendant la course, parce que ça aussi, ça va influer sur le taux de remplissage de la cuve. On peut aussi baisser naturellement la perception de l'effort en jouant sur des stratégies mentales, d'où l'importance de la préparation mentale en course, etc. Donc, si on le fait de façon naturelle, ben voilà, ça va être des moyens d'améliorer la performance. Maintenant, je me répète parce que c'est important. Si on joue, on essaye de baisser artificiellement la chasse d'eau, le volume d'eau dans dans la cuve, en prenant des antidouleurs, oui, ça marche, effectivement, mais pour le coup, on se met en danger. Donc, il ne faut pas le faire. Et du coup, dans ton modèle, le corps s'adapte lui-même pour empêcher entre guillemets, de mourir. C'est quelque chose qui reste inconscient ou Ouais, c'est inconscient. C'est-à-dire qu'après, enfin, inconscient ou conscient, hein, quand on a des grosses douleurs, des grosses courbatures,
on peut aller plus vite, hein. C'est-à-dire que c'est le cerveau qui joue ce rôle-là. C'est vrai que c'est inspiré, faut reconnaître que c'est Tim Noakes avec son modèle du gouverneur central qui était, pardon, pionnier. Évidemment, je vais pas prétendre le contraire, mais donc c'est bien le cerveau effectivement qui va réguler ça. C'est le cerveau qui décide d'initier le mouvement, et c'est le cerveau qui décide quand ça doit s'arrêter, en condition de ne pas le duper, encore une fois, le cerveau. Donc de ne pas prendre d'excitant et de ne pas prendre d'antidouleur ou anti-inflammatoire. Mais donc c'est bien, c'est quelque chose qui est même conscient, c'est-à-dire que les douleurs musculaires, c'est bien quelque chose de conscient, et on sait très bien que si on était capable de débrancher le cerveau pour ne plus avoir de courbatures, si on court doucement en descente, à partir de la deuxième moitié d'un ultra, c'est pas parce qu'on pourrait pas courir plus vite. Bien sûr que les muscles ils peuvent courir plus vite. Si on court doucement, c'est parce on sait que si on va plus vite, là, on va avoir des niveaux de douleur qu'on peut tolérer sur quelques secondes ou minutes, mais on réfléchit quand même quand on court. Donc on se dit, bah, si c'est tolérer cette douleur-là pendant les X heures qui me restent à parcourir, non, c'est pas possible, c'est au-dessus de mes forces. Et donc on ralentit pour cette raison. Et la même chose en montée, pour d'autres raisons, c'est-à-dire que en descente, c'est plutôt les douleurs, donc c'est des sensations qui viennent de la périphérie. Et en montée, c'est plutôt ce qu'on appelle des mécanismes plutôt on utilise un mot anglais de feed-forward. Donc les douleurs, c'est plutôt feedback, de la périphérie vers le central. Et en montée ou sur le plat, c'est plutôt feed-forward, c'est-à-dire que c'est l'effort que ça nous demande, l'intensité de l'effort que ça nous demande, l'effort mental que ça nous demande, qui nous incite à courir à cette vitesse tout le long. Et c'est pour ça que la majorité des coureurs, pour pas dire tout le monde, ralentit au fur et à mesure des heures. Alors plus ou moins, hein, il y a des stratégies de pacing un peu différentes, mais en tout cas, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est pas la fatigue neuromusculaire ou les dommages directement qui nous empêchent d'aller plus vite. Parce que si, à n'importe quel moment d'une course, évidemment, on peut accélérer. On le fait pas parce qu'on sait que ça serait complètement stupide de se dire je vais partir comme une balle dans cette descente et en sachant qu'il m'en reste 3 ou 4 ou 10 après, quoi. Ouais, carrément. Et justement, ce modèle, est-ce qu'il est applicable pour des efforts de courte durée et du coup de haute intensité? Alors moins, il n'a pas été fait pour ça. On peut dire qu'il est applicable à tous les efforts d'endurance prolongée, mais mais je saurais même pas dire exactement quand est-ce que, à partir de quand il cesse d'être applicable. À un moment donné, c'est pas une histoire de tant que la perception de l'effort ou le cerveau effectivement avec sa version perception est l'élément déterminant. Mais par exemple, si je fais de la musculation très lourde, à un moment donné, si j'arrive pas à soulever la barre, c'est pas parce que ça me fait trop mal de soulever la barre, c'est qu'à un moment donné, j'ai plus musculairement, ou ça peut être au niveau du cerveau également, sur la commande du cerveau, mais sur la commande maximum. Là, c'est pas moi qui décide, c'est que je peux vraiment pas le faire. Alors que sur les efforts d'endurance, c'est différent. C'est moi qui décide parce que je considère que voilà, c'est trop difficile pour moi. Mais le muscle, encore une fois, si je débranche le cerveau à ce moment-là, le muscle, il peut faire plus. Et donc la question, elle se pose après indirectement aussi, se pose la question de la motivation. C'est-à-dire, la motivation, ça permet de réduire la réserve de sécurité. D'accord? Mais même si on est quelqu'un de hyper motivé, tu prends quelqu'un qui est en finale qui est aux Jeux Olympiques sur marathon, donc on ne peut pas être plus motivé que ça. Finalement, est-ce que il pourrait pas aller plus vite, vraiment ces coureurs, malgré le fait qu'ils soient super motivés? On n'en sait rien. Moi, je pense qu'il pourrait aller plus vite, effectivement. Et je veux dire, physiologiquement, il pourrait aller plus vite. C'est même pour eux, même avec ces niveaux de motivation-là, c'est bien la douleur qui les empêche d'aller plus vite. C'est pas les muscles qui pourraient aller plus vite. Maintenant, si je descends, peut-être sur 800 mètres ou 400 mètres, là, pour le coup, c'est peut-être effectivement que là, ils sont à 100%. Sur 100 mètres, ils sont à 100%. Et c'est pas, là, pour le coup, sur 100 mètres, c'est pas la douleur qui les empêche d'aller plus vite. C'est bien leur capacité maximum. Et donc, où se situe la limite, je ne saurais pas le dire précisément. D'accord, ouais, c'est ultra intéressant. Justement, du coup, c'est plus, un mécanisme, ouais, qui permet de préserver l'intégrité du corps, quoi. Ouais,
Je sais pas si c'est fait pour Mm. ça, mais en tout cas, on peut imaginer que l'évolution a fait en sorte qu'effectivement, c'était un moyen de nous protéger de l'excès d'exercice. Donc, j'ai l'habitude de dire que notre cerveau nous protège contre nos propres excès. J'aime bien cette phrase, je la cite souvent. Et c'est vrai, sauf dans deux situations qui sont, alors au moins deux, peut-être qu'il y en a d'autres, mais je parle même pas des histoires dont j'ai déjà parlé, de dopage, Mm. etc., hein. Je parle des gens qui sont raisonnables. Enfin raisonnable d'une certaine façon, c'est-à-dire courir dans le chaud. Là, quand il fait vraiment chaud, le cerveau il peut se dérégler. Et puis la privation de sommeil intense de type tord des géants, je pense que 2 nuits c'est pas suffisant, mais au-delà, oui, si on dort vraiment peu sur 3, 4 nuits ou plus, là le cerveau il peut partir en cacahuète. Ouais, il peut avoir des vrais impacts. Bah, j'avais vu, une étude, bah, une personne qui a le record même, je crois, de temps enfin, sans dormir. Maintenant, je crois, Ouais, il a des difficultés à dormir, il a des, insomnies et cetera. Donc s'il y a des réels impacts et lui, je crois, c'était 11 jours, je crois, sans dormir. Enfin, c'est incroyable. ouais. Et sans faire d'effort, hein. Quand on fait un effort, c'est beaucoup plus difficile, forcément, hein. Là, l'effort, l'exercice majore les effets de la privation de sommeil sur le cerveau. Et donc, je pense pas qu'il ait passé 11 jours en courant, hein. Au contraire, il devait prendre soin de se reposer. Oui, mais je le connais, j'avais même son nom en tête. Et je crois que maintenant, c'est interdit ça. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble bien que le Guinness des records ne valide plus le temps passé éveillé, parce que justement, ça a des vraies conséquences sur la santé, même en aigu, même si on le fait qu'une fois. Et donc, si on essaie de le répéter pour battre le record, ça peut avoir des vraies conséquences sur la santé, y compris, ça peut induire des comportements qui sont quand même assez bizarres. Par exemple, il y a un coureur cycliste qui est assez connu. Alors, je ne suis pas allé vérifier, hein, c'est des anecdotes qu'on raconte, mais je crois que c'est vrai quand même. Un coureur cycliste qui a fait la Race Across America, un des meilleurs, j'ai plus son nom en tête, là c'est un Slovène je crois, qui est descendu de vélo un peu avant l'arrivée, parce que il était convaincu, bien sûr, c'était un type d'hallucination. Il était convaincu que la personne qui était derrière lui, qui faisait l'assistance dans la voiture, lui avait piqué sa femme. Et donc, il est descendu pour lui casser la figure. Donc voilà, la privation de sommeil, ça a quand même des effets un petit peu bizarres sur notre cerveau. Donc, c'est sûr que c'est pas. Alors ça, c'est pour ça que je disais qu'on pouvait disjoncter quand en ultra. Alors des ultras quand même un peu plus longs que 2 nuits. Même si on passe 2 nuits dehors sans dormir, quand on fait par exemple un grand raid, à condition qu'on arrive bien reposé en ayant, même si on peut accumuler un peu de sommeil la semaine d'avant, je pense pas que ça soit suffisant pour risquer ce genre de choses. Maintenant, si on commence à passer 3 nuits dehors ou plus, même si on dort un petit peu, si on dort vraiment très peu, il peut y avoir des effets assez dangereux. Et je parle même pas des problèmes d'endormissement, comment on appelle ça, de micro endormissement qui peuvent nous induire quand on sait qu'on est en montagne quand même, voir encore ce qui s'est passé sur la TDS cette année. Donc je dis pas que c'est lié au manque de sommeil, probablement pas, mais le manque de sommeil peut aussi nous mettre en danger de ce point de vue-là. Le manque de la privation de sommeil, c'est quand même quelque chose effectivement qu'il faut pas négliger. Et justement, par rapport à ça, j'en avais parlé avec quelqu'un qui faisait de l'ultra en cyclisme et il y a quand même des questions qui se posent, sur ça. Enfin, est-ce qu'il y aurait pas bientôt des règles qui vont, comment dire, obliger les coureurs à dormir, tant d'heures par jour et cetera, pour éviter ce type de résultat? Alors moi, je m'intéresse plus effectivement à la course à pied qu'au cyclisme, mais j'ai été contacté il n'y a pas longtemps par quelqu'un qui, effectivement, je crois qu'il y a dans l'air une réglementation comme ça. Et je te disais au tout début du podcast que entre le ski de fond et l'ultra trail, j'avais fait du raid multisport. Et dans le raid multisport, il y avait effectivement sur les raids gauloises par exemple une règle sur la fin. Alors j'ai un peu lâché, donc je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je crois que c'est toujours le cas, qui imposait de dormir un certain nombre d'heures minimum par nuit.
En raid multisport, c'était également la même problématique où les gens cherchaient à dormir, bien évidemment, le moins possible parce que le chrono, comme ça peut être le cas en ultra-cyclisme et en Mhm. ultra-trail, le chrono s'arrête jamais. Et donc, je crois qu'il y a une réglementation qui est en place en raid et je crois que la même chose est en train de se mettre en place en cyclisme, mais je suis pas un expert, donc il faudrait vérifier. En tout cas, il y a des réflexions, il me semble, sur l'obligation de s'arrêter au moins quelques heures par nuit pour dormir. Ouais, ouais, parce que c'est vu que c'est amené enfin, ça se développe vachement et les gens, c'est toujours ils veulent toujours plus et c'est vrai que c'est là où on gagne le plus de temps, hein, c'est les pauses et moins on en fait, plus on est rapide, quoi. Le mieux, l'ennemi du bien en sommeil, comme dans beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on dort moins qu'on ira plus vite. Ça peut être vrai, c'est vrai d'une façon générale, bien sûr. C'est vrai quand on passe une nuit dehors, on va pas commencer à s'endormir. Encore que, je me souviens de Vincent Delebarre qui avait gagné le Grand Raid de la Réunion. Pourtant, lui, il mettait pas de nuit dehors, hein, et inutile de le dire, parce il a gagné la course en s'arrêtant à dormir 10 minutes. Donc, même si c'est vrai pour lui qui gagnait la course, on peut se poser la question de la meilleure stratégie. Mais globalement, sur une nuit, voire 2 nuits, on peut se dire oui, on peut le faire sans dormir. Après, au-delà, il faut avoir la bonne stratégie, essayer de dormir. Ben, pas trop, mais quand même un minimum, parce que si on dort pas du tout, au final, on n'est pas gagnant. Mais quelle est la bonne stratégie? Ça, personne, je crois, n'est capable de le dire au jour d'aujourd'hui. Ouais, je pense que c'est très individuel. Il y en a Aussi, ouais, en qui plus. vont résister vachement plus à la fatigue que d'autres. Ça a été montré, hein. On appelle ça le trototype. Le prototype, c'est la capacité qu'ont les individus à résister à une privation de sommeil. Alors, ça a été étudié uniquement, à ma connaissance, sous l'angle de l'effet sur le cerveau, justement, sur la fonction cognitive. Et ça, c'est quelque chose qui est reproductible, c'est-à-dire que, on le sait plus ou moins intuitivement. Il y a des gens, ils dorment pas, ils dorment 3 heures de moins une nuit, ils sont bons à rien le lendemain. Il y en a d'autres, ils peuvent faire 2 nuits blanches, ils sont encore capables de fonctionner à peu près normalement. Je dis bien à peu près normalement. Et donc, il y a effectivement des gens qui sont plus résistants, comme tu as dit, hein, des gens qui sont plus résistants à la privation de sommeil que d'autres. Et ça, c'est reproductible. C'est-à-dire que si on le mesure une fois, on fait, par exemple, on fait dormir, pardon, ne pas dormir, on fait faire une nuit blanche à 50 personnes, on regarde comment ils détériorent la fonction cognitive, on les laisse se reposer. 2 mois après, on refait la même chose. Et bien, ceux qui ont perdu beaucoup la première fois, ils perdent de nouveau beaucoup la deuxième fois et inversement. Donc, cette capacité à résister au manque de sommeil, on va savoir, ça pourrait même être un des facteurs de la performance en ultra, on n'en sait rien, mais en théorie, c'est pas impossible. D'accord, ouais, c'est intéressant et est-ce que tu penses que c'est travaillable cette résistance, à la fatigue, au manque de sommeil? Bonne question. J'en sais rien, je suis pas sûr. Euh, je crois qu'il y a des petits dormeurs et des grands dormeurs et un peu de la même façon, il y a des gens qui résistent et d'autres qui résistent moins. Ce qu'on peut travailler, c'est la stratégie pour dormir au bon moment, s'endormir tout de suite, etc. Donc en ayant justement, en réfléchissant, ben, ça va être spécifique à la course, ça va être spécifique aux conditions, au ravitaillement qu'il va y avoir, etc. Mais c'est quand même aussi, il y a quand même des grandes règles du style, il vaut mieux essayer de dormir au petit matin où là on est dans ce qu'on appelle les portes du sommeil. Donc si on se couche, on va dormir tout de suite. Alors que si on se couche, même si on est très fatigué, si on se couche à 18 heures par exemple, il y a beaucoup moins de chances qu'on arrive à trouver le sommeil directement. Donc il y a quand même un peu des stratégies à avoir. Combien de temps il faut dormir? Est-ce qu'il vaut mieux faire un cycle complet d'1 heure et demie de sommeil ou est-ce qu'il vaut mieux faire plutôt des temps plus courts de type 10, 15, 20 minutes maximum pour éviter de rentrer dans des stades de sommeil profond. Il y a des stratégies même de je prends un café, je dors, comme ça quand je me réveille, les effets de la caféine font effet. Voilà, il y a des stratégies qu'on peut essayer de mettre en place, mais de là à dire qu'on va améliorer sa capacité de résistance au sommeil, enfin à la privation de sommeil en s'habituant à peu dormir, je suis pas persuadé. D'accord, ouais, c'est intéressant, ouais. Il y a beaucoup de stratégies qui est possible de mettre en place, quoi. Après, il faut trouver la bonne, celle qui marche, avec, nous-mêmes, quoi. C'est Mmh. ça. Et le problème, c'est qu'on a peu d'occasions d'expérimenter Ouais. ces stratégies-là. Parce qu'on va pas faire des privations de sommeil tous les 4 matins non plus. Donc voilà, ça se travaille sûrement et peut-être que les week-end shocks peuvent être aussi
qui est un autre concept que j'avais, tu as sans doute Ouais, entendu ouais. parler, hein, que j'avais proposé il y a quelques années. Le week-end shock, ça peut être un des intérêts aussi du week-end shock, c'est peut-être de travailler aussi sur le sommeil, même si ça n'a pas été conçu pour ça au départ. C'était plutôt pour travailler tous les autres aspects que le sommeil, mais pourquoi pas également en profiter pour travailler ces Ouais, stratégies-là. carrément, ça peut être Déjà. intéressant. Et pour revenir un peu, sur la fatigue, j'aurais voulu parler avec toi un peu de la différence, entre hommes et femmes. Est-ce qu'il existe vraiment une différence, au niveau de la fatigue entre, les hommes et les femmes? La réponse est oui. On a pu le mesurer. Alors, d'autres l'avaient fait avant nous sur des exercices de type un peu plus classique, de temps de maintien, de contraction à différents niveaux de force ou sur des efforts un peu plus courts. Et sur le trail et l'ultra trail, on avait fait une première étude en 2012. On avait pu montrer qu'à l'arrivée de l'UTMB, alors c'était un UTMB tronqué par la météo, c'est-à-dire un UTMB qui ne faisait que, entre guillemets, 110 ou 115 km, on avait pu montrer que les femmes étaient moins fatiguées d'un point de vue neuromusculaire, comme j'ai expliqué tout à l'heure, que les hommes. Et c'était d'ailleurs plutôt du musculaire que du nerveux, c'est-à-dire que c'était réellement au niveau du muscle. On a des techniques de stimulation électrique, etc., qui nous permettent de voir si le problème se situe dans le système nerveux ou le problème se situe dans le muscle lui-même. Et c'était plutôt dans le muscle que ça se passait. Et donc, c'était une étude en 2012. Et donc, en 2019, dans le cadre d'une thèse, qui est la thèse de Thibaut Besson, que je vais citer, qui était co-encadrée par Cédric Morio et Jérémy Rossi avec moi-même, on a remis un petit peu voilà, c'était une thèse sur la biomécanique et la physiologie de la course à pied, les différences entre les hommes et les femmes. Eh bien, on a remis le couvert sur l'UTMB et cette fois, on a regardé si déjà on pouvait retrouver cette différence de fatigue entre les hommes et les femmes qu'on avait observé en 2012, et puis si c'était vrai sur des distances plus courtes, parce qu'on a eu la chance de tester MCC, OCC, CCC, TDS et UTMB. On avait des coureurs un peu sur chaque course. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement, on retrouvait une fatigue globale qui était plus faible chez les femmes que chez les hommes. Mais contrairement à ce qu'on avait émis comme hypothèse, c'était pas spécifique à l'ultra. C'était vrai déjà sur les courses plus classiques de 40-50 km. Mais dans les deux cas, que ce soit de l'ultra ou du long, ou du plus court, des courses inférieures à 60 km, donc, on avait moins de fatigue musculaire, neuromusculaire chez les femmes. Et donc maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'elles sont moins fatiguées ou moins fatigables? Donc moins fatiguées, c'est certain. Maintenant, on peut être moins fatigué en étant autant fatigable, dans le sens où la fatigabilité, donc être moins fatigable, c'est la capacité à résister à la fatigue. Mais si je fais un effort un petit peu moins poussé, je peux avoir deux personnes qui ont la même capacité à résister à la fatigue, mais s'il y en a un des deux qui est par exemple un petit peu moins motivé ou qui pousse un petit peu moins la machine, ben à l'arrivée, il va être moins fatigué. C'est ce que je veux dire. Et donc, on a mesuré ça chez les hommes et chez les femmes. On leur a demandé s'ils étaient plutôt en mode plaisir ou en mode compétition. On a observé, au moins sur les distances courtes, que les femmes étaient plus, de façon significative, statistiquement, étaient plus en mode plaisir que les hommes, qui étaient plus là pour faire la course, et donc on peut imaginer plus là pour se faire un petit peu mal. Et donc ça peut expliquer en partie pourquoi les hommes sont plus fatigués. Mais sur le très long, sur l'ultra, il n'y avait pas de différence significative dans l'approche de la course. Les femmes étaient tendance à dire aussi qu'elles étaient un peu qu'elles étaient plus un peu en mode compétition, en mode loisir, mais c'était pas différent. Et elles étaient quand même moins fatiguées. Donc on pense que c'est peut-être un peu les deux, c'est-à-dire un aspect psychologique, mais aussi une meilleure résistance à la fatigue. Et qui peut s'expliquer par différentes raisons, comme le fait qu'en moyenne, elles ont par exemple plus de surface de leurs muscles qui est occupée par les fibres qu'on appelle de type 1, c'est-à-dire des fibres qui sont résistantes à la fatigue musculaire. Voilà, qu'elles ont plus cette capacité à oxyder des graisses que les hommes. Donc sur le papier, il y a effectivement des raisons de penser qu'elles pourraient être moins fatigables, et c'est effectivement indirectement ce qu'on a observé, sauf que l'aspect psychologique pourrait également expliquer une partie de cette différence homme-femme sur la fatigue observée après une course à pied. Et du coup, ouais, c'est ultra intéressant, mais est-ce que tu penses, du coup, qu'il y a des différences au niveau perception de l'effort entre les hommes et les femmes
qui induirait cette différence de fatigue? Comme si, pour un même effort, enfin, si on normalisait l'effort, les femmes, auraient une perception plus haute ou plus basse que les hommes? Alors nous, on n'a pas normalisé l'effort, mais on a observé qu'elles couraient, les hommes et les femmes couraient à une vitesse relative de leur vitesse maximale aérobie qui était la même. Donc c'est pour ça qu'on pense qu'il y a aussi quand même qu'elles sont moins fatigables. C'est pas qu'une histoire de perception de l'effort, parce que en intensité relative, finalement, il n'y avait pas de différence entre les sexes. Et les femmes rapportaient quand même, mais après on est dans le subjectif, donc on peut toujours se poser de questions sur le subjectif, hein, mais si on commence à mettre des composantes psychologiques, forcément on est obligé de passer par le subjectif. Et peut-être que finalement elles n'étaient pas en mode, on peut très bien se dire que finalement elles n'étaient pas forcément en mode plus plaisir, mais qu'elles n'osaient pas dire d'une certaine façon qu'elles étaient en mode compétition, ou à l'inverse, les hommes en rajoutaient un peu en disant oui, moi je suis un warrior et je viens pour faire la compétition, je suis pas là Mmh. pour enfiler des perles, tu vois. Donc on peut le prendre dans les deux sens, et on n'en sait rien. En tout cas, les résultats sont les suivants. On a pu montrer, on a pu observer qu'elles rapportaient qu'elles étaient plus en mode plaisir, et malgré le fait qu'effectivement, en normalisant l'effort, enfin, c'est pas en le normalisant, mais on a observé que l'effort normalisé était le même entre les sexes. OK, et du coup, ce qui en découlerait, enfin, ce que les gens pourraient penser, c'est que les femmes, pourraient avoir de meilleures performances, du coup, sur des ultras, par rapport aux hommes, peut-être avec les années. Qu'est-ce que tu en penses, de ça? Alors j'en pense que non, j'y crois pas une seconde. Mmh. Attention, je crois pas une seconde que un jour, par exemple, une femme gagnera l'UTMB, ou alors dans des conditions vraiment exceptionnelles, où tous les hommes ont une intoxication, les meilleurs hommes, une intoxication alimentaire sur un ravitaillement. Enfin, tu vois, je plaisante, mais je pense que si les meilleurs hommes sont là, Mmh et mh. on peut penser que sur l'UTMB, tant que ça restera une des courses phares, mais je pourrais dire la même chose sur la Western States ou d'autres, dans l'hard rock, des courses où il y a souvent les meilleurs hommes, en tout cas parmi les meilleurs hommes au départ. Je pense qu'une femme ne gagnera jamais. La preuve, c'est qu'on s'est extasié devant la performance de Walter cette année sur l'UTMB, mais elle était quand même 8% derrière François Den, en gardant à l'esprit qu'elle, elle n'a pas fini la hard rock, alors que François Den l'avait terminé. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Elle s'est arrêtée, je crois, aux 2 tiers, ou même peut-être avant, je ne sais plus. Donc elle était loin d'être aussi fatiguée que François Den, et qui aurait dû, je pense, aurait pu, en tout cas à mon avis, faire une meilleure performance. Donc en fait, même 8%, c'est déjà un chiffre qui est artificiellement bas. On est plutôt autour de 15% habituellement, voire un peu plus. Donc entre elles. Donc voilà, ces 15%-là, et même si c'est 8%, à mon avis, seront impossibles à combler. Pour deux raisons principales, c'est que les femmes ont une moins bonne VO2 max, en partie expliquée par le fait qu'elles ont plus de masse grasse à porter. Et ça, c'est juste comme ça. Ça ne pourra pas changer dans les siècles qui viennent. Donc voilà, moi je suis à peu près certain que ça n'arrivera jamais. Ceci étant dit, la question qui se pose, c'est pas celle-là. C'est pas à mon avis, hein, c'est pas de se dire est-ce que les femmes pourront battre les hommes. C'est de se dire est-ce que les femmes se rapprochent des hommes lorsque l'on augmente les distances. Et ça, c'est une Mmh. question qui paraît toute bête, mais qui en fait est assez compliquée. En fonction de comment on regarde les choses, il suffit de regarder les résultats des courses, hein, eh bien on peut conclure à tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on peut conclure que effectivement les femmes deviennent meilleures que les hommes lorsque l'on prend des courses extrêmes. Et donc là, si on prend la moyenne des hommes et la moyenne des femmes, effectivement, il y a des études qui ont montré ça. Effectivement, sur les courses très longues, les femmes deviennent en moyenne meilleures que les hommes. Par contre, si on prend les meilleurs seulement, et je pense que c'est quand même plus comme ça qu'il faut faire, alors l'écart, il n'est pas tellement différent. Mais par contre, c'est déjà un peu mieux à mon avis de faire ça, mais si on fait ça, on ne tient pas compte du fait qu'il y a moins de femmes que d'hommes qui font des ultras. C'est-à-dire qu'il y a en général, hein, sur un UTMB, par exemple, il y a 10% de femmes au départ, et peut-être 20% aux États-Unis. Donc c'est évidemment la grande majorité des partants, c'est des hommes. Donc on peut se dire que les femmes sont moins attirées par l'ultra pour des raisons diverses, qui peuvent être psychologiques, sociologiques. Et donc il y a moins de chances que les femmes les plus douées pour l'ultra fassent de l'ultra. Donc là, c'est pour ça que de regarder les meilleurs, c'est pas non plus satisfaisant. Tant qu'il n'y aura pas 50-50,
ça, c'est pas satisfaisant. Et donc, il y a une autre façon de répondre, à mon avis, à cette question. C'est une façon qu'on est en train d'explorer. Et pour l'instant, j'ai pas vraiment le droit d'en parler. Parce que on voudrait pas, pour différentes raisons. Euh, voilà, je peux pas t'en dire beaucoup plus que ça, et donc je peux pas trop te dire la conclusion, mais ça va bientôt sortir, j'espère. Bah, on a hâte de voir ça alors. Alors, pour l'instant, on peut pas répondre vraiment à cette question encore. OK, d'accord. Donc, En tout cas, on peut répondre à ta question initiale. Est-ce que les femmes battront les hommes? Non. Si les femmes battent les hommes sur certaines courses, c'est qu'on n'a pas les meilleurs hommes au départ. Bien sûr que les femmes font des performances extraordinaires. Ça, loin de moi l'idée de vouloir minimiser la performance de certaines femmes. On a tous en tête des noms de courses où les femmes ont battu les hommes, comme Corinne Fabre sur la première CCC, comme Jasmine Paris, comme bien d'autres qui ont battu tous les hommes. Donc c'est des performances extraordinaires et les femmes et ces femmes-là sont très très fortes. Mais elles n'auraient pas gagné si les meilleurs hommes avaient été au départ. d'accord, ouais, je pense que beaucoup de personnes, pensaient le contraire, enfin. Non, eh ben, non, je pense que ça arrivera jamais, moi. Et du coup, pour, conclure un peu sur nos échanges, toi qui as pratiqué du coup l'ultra et qui as fait beaucoup de recherches dessus, quels seraient du coup tes conseils, pour, commencer cette pratique unique? Bah, c'est presque toi qui a donné le meilleur conseil, c'est la progressivité. Ça, c'est vraiment clé. C'est y aller vraiment tranquillement. Même d'ailleurs, si vous êtes déjà un petit peu âgé, voilà, on peut courir des ultras jusqu'à. Bon, je dis pas si vous m'écoutez que vous avez 85 balais, bon, effectivement, c'est peut-être se dépêcher un petit peu, mais même si on a 50 ans, voilà, c'est pas la peine de se dire, oh là là, si je fais pas dans les 5 prochaines années, si je fais pas les TMB, j'aurais raté ma vie. Non, non, on a le temps, vous pouvez faire encore quelques années, il n'y a pas de souci. Même s'il y a peu de monde à 60 ans qui fait UTMB, c'est possible. Donc bref, prendre son temps, effectivement, monter les marches une à une, step by step, comme diraient nos amis anglo-saxons. Et puis ne pas se prendre la tête, quoi. Profiter surtout de l'ambiance. Voilà, il y a assez de gens qui critiquent le sport de compétition, avec à raison d'ailleurs par certains aspects. Mais moi, je crois que justement dans nos disciplines comme le trail et peut-être encore plus l'ultra trail, même s'il y a des cons partout, il y a quand même plutôt des gens qui sont bienveillants, qui sont sympas, l'ambiance est bonne. Donc profiter de ça, c'est effectivement, ça serait un peu dommage de pas en profiter pour échanger avec les autres, pour en profiter pour apprécier la montagne, la respecter d'ailleurs entre parenthèses. Voilà, donc bref, se rendre compte, le conseil que je peux donner va paraître un peu stupide sûrement à plein de gens, mais ça fait rien, je vais le donner quand même. Se rendre compte de la chance qu'on a de courir ce type d'épreuve. Donc c'est pas la peine de se prendre la tête parce qu'il n'y a plus la soupe qu'on voulait au ravitaillement, quoi. Il y a quand même des choses un peu plus graves que ça. Donc voilà, progressivité et enjoy le moment présent et voilà mes conseils, c'est pas très scientifique, hein. Après, on peut rentrer dans le détail sur effectivement des programmes d'entraînement, des choses comme ça. Bon, on n'aurait pas le temps de le faire d'une part. Après, si je veux être un peu plus enfin, sérieux, non, j'étais tout à fait sérieux dans ce que je disais, mais un peu plus rationnel, c'est j'ai envie de dire que la bonne équation pour un coureur d'ultra, de mon point de vue, et on peut débattre du meilleur entraînement possible pendant des années, mais c'est de faire un entraînement de trailer classique, c'est-à-dire de faire de la muscu, et notamment en mode préventif pour éviter de se blesser, mais pas que, c'est de faire des séances intenses pour essayer de maintenir sa VO2 max le plus élevé possible, voire la développer si vous n'êtes pas un coureur très expérimenté. C'est éventuellement de ne pas faire trop de travail au seuil qui, de mon point de vue, n'est pas forcément très utile, et surtout, de faire des week-end shocks. Si vous voulez faire de l'ultra, à un moment donné, il faut passer, c'est mon avis, on a le droit de pas être d'accord, mais de mon point de vue, il faut passer par des week-end shocks. Et donc là, on va pas expliquer ce que c'est en détail, mais il y a plein de choses qui traînent sur Internet et ailleurs ou dans mes bouquins qui expliquent ce que c'est que le week-end shock et l'intérêt qu'ils ont. Voilà, je pense que peut-être mis à part des coureurs élite qui s'entraînent tellement qu'ils n'en ont pas besoin, les autres
à mon avis, c'est une bonne idée d'en faire. Ouais, bah, tu as bien raison, il faut garder, comme tu l'as dit, cette notion de plaisir et du coup, j'invite à tous ceux qui nous écoutent à aller, s'informer sur les week-end shocks qui sont, je pense également, très intéressants et importants pour réaliser des ultras. Bon, bah, du coup, Guillaume, je te remercie d'avoir accepté notre invitation et d'avoir réalisé ce podcast, du coup, avec nous. Franchement, c'était super. J'ai appris plein de trucs. Avec grand plaisir et merci d'avoir respecté ma contrainte horaire de 18 h. On y est, c'est parfait. Je te remercie. Et puis voilà, ben, enjoy les chemins à tout le monde, hein. Faites-vous plaisir. Voilà, moi je me suis remis à courir un petit peu, donc voilà, je retrouve le plaisir de courir et c'est pas des moindres, hein. On est rarement moins en forme après avoir fait un footing qu'avant, hein, on est d'accord. Donc faites de l'exercice et de la course à pied en particulier. Ouais, carrément. Bon allez, on se dit à la prochaine. Salut. Ouais, avec plaisir, salut. Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Apple Podcasts et Spotify et en vidéo sur YouTube et Instagram. Et pour les infographies sur les sciences du sport, c'est sur Instagram que ça se passe. Allez, salut et entraînez-vous.